J.K. Rowling, évidemment, on en a pas mal parlé. Il y a une playlist qui lui est dédiée, je vous invite à aller la regarder. Récemment, elle a partagé un article qui est assez intéressant, c'est-à-dire que l'idéologie transgenre insuffle un nouveau... Oh putain, je sais plus parler. L'idéologie transgenre insuffle un nouveau regain pour l'homophobie. Ou quand l'idéologie transgenre devient homophobe. Et vous allez voir que l'article est assez intriguant autour de tout ça. Attention, please. Donc J.K. Rowling dit ceci. Pour avoir exprimé mes inquiétudes concernant les soins d'affirmation de genre pour les mineurs, j'ai été traité de fanatique transphobe. Si c'est ce qui fait de moi le fait de dénoncer la médicalisation de l'homosexualité, alors qu'il en soit ainsi. Et elle partage cet article qu'on va lire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Homophobie en drague. L'idéologie transgenre a insufflé une nouvelle vie à un sombre et ancien préjugé. Quand j'étais petit, j'adorais passer la nuit chez ma grand-mère. Là-bas, je pouvais veiller aussi tard que je voulais. Et le matin, il y avait toujours du Cinnamon Toast Crunch au petit déjeuner. Mais la meilleure partie était de faire une descente dans le placard de son sous-sol, qui était plein de robes qu'elle avait portées dans les années 60-70. Des confections à froufrou, roses et violettes, en dentelle, en mousseline de soie et en soie. Je les mettais, je regardais The Golden Girl en sirotant un coca sophistiqué dans un verre à vin. Quand j'avais 9 ans, mon père a acheté une caméra vidéo, une monstruosité géante que mes frères et sœurs et moi avons eu du mal à tenir en équilibre sur nos épaules pendant que nous tournions des vidéos personnelles. Seul, je posais la caméra sur la table basse et je m'enregistrais en train de modéliser diverses tenues, expliquant à la caméra pourquoi cette chemise à carreaux allait avec ce short cargo ou pourquoi cette veste starter bleu sarcelle complétait si parfaitement ce jean délavé à l'acide. J'ai capturé à la caméra la danse que j'avais minutieusement chorégraphiée pour Marky Mark et les Good Vibrations de Funky Bunch. Quand j'étais enfant, je suivais mes 2 sœurs aînées comme une ombre, imitant leur manière, la façon dont elles replaçaient des mèches de cheveux derrière leurs oreilles lorsqu'elles se concentraient sur leurs devoirs de maths, la façon dont ils se déhanchaient chaque fois qu'ils parlaient à des garçons mignons. Comme eux, j'étais un enfant naturellement sportif. Mon sport préféré était la crosse, mais je préférais de loin jouer avec les filles plutôt qu'avec les garçons. Les garçons étaient rapides à pousser et à bousculer, et ils adoraient se frapper avec leurs bâtons en aluminium. Les filles comptaient davantage sur leur vitesse, leurs réflexes et les compétences qu'elles avaient perfectionnées pour garder le ballon bien calé dans les mailles peu profondes de leurs bâtons en bois. J'ai grandi dans une communauté chrétienne fondamentaliste, la plupart des gens appelleraient cela une secte. De la maternelle à la 6e année, j'ai fréquenté la petite école de la communauté. Parce que l'inscription était si faible, il n'y avait pas de foule, pas de clics séparés de jocks et de geeks. Rétrospectivement, je suis sûr que mes camarades de classe, surtout mes professeurs, ont remarqué ma non-conformité sexuelle. Toutes mes vidéos personnelles prouvent qu'elle était flagrante, mais elle a été largement ignorée. Tout ce qui comptait, c'était que nous soyons de bons chrétiens, que nous aimions Jésus et que nous nous évangélisions, la parole de Dieu au plus grand nombre. Quand j'ai entendu parler des homosexuels dans une cour biblique, ou du sida, qu'on nous a dit que Dieu avait créé pour punir les homosexuels de leurs péchés, je n'ai pas pensé un seul instant que j'étais l'un d'entre eux. Bien sûr, mon premier vrai béguin, quand j'avais 11 ans, avait été pour un garçon, Elijah Wood. Nord, j'imagine que ça doit être le film, Nord, avait conquis mon cœur. Mais à l'époque, avant la maturité sexuelle, je confondais les désirs que je ressentais pour Elijah avec le désir plus aseptisé de simplement leur tenir compagnie et d'être son meilleur ami. J'ai absorbé sans discernement toutes les leçons que j'ai apprises sur les homosexuels, comme si elles étaient et seraient toujours sans rapport avec ma vie. L'étape après ma 6e année, ma famille a quitté la communauté et nous avons déménagé dans une ville voisine. J'ai commencé la 7e année dans une grande école publique, où il y avait définitivement une foule. Mes nouveaux camarades de classe n'ont pas perdu de temps à m'informer à quel point il était inacceptable qu'un garçon comme moi se comporte comme moi. La façon dont j'énonçais mes mots en S, la façon dont je brossais mes cheveux auburn, que j'avais mis en évidence l'été précédent avec Sundance, ils m'ont traité de muet, m'ont remis des notes disant que tout le monde connaissait mon sale petit secret. Ils me demandaient souvent « Es-tu un garçon ou une fille ?» Eh bien sûr que j'étais un garçon, répondais-je en tremblant. Pendant ce temps, je commençais à mûrir sexuellement.
J'ai rapidement développé des béguins qui ont inspiré plus qu'un simple désir de tenir compagnie à un garçon. Avec horreur, j'ai réalisé que j'étais peut-être ce que les enfants m'appelaient. Ce qui, je le savais dans mes os, me garantissait une vie tragiquement courte et un aller simple pour l'enfer. C'était après tout ce qui impliquait l'ancienne forme d'homophobie, détestation de soi. Pour survivre à l'assaut, je me suis déféminisé. J'ai baissé la voix, commencé à porter des jeans et des sweatshirts amples, coupé la mèche de mes cheveux et remplacé mes CD de Mariah Carey par Nirvana. Bientôt, la peur et l'anxiété sont devenues trop lourdes à supporter et le seul refuge que j'ai trouvé était dans l'alcool et la drogue. Au lycée, d'année en année, ma consommation de drogue empirait. Après l'obtention du diplôme, j'ai duré un semestre à l'université avant d'abandonner. 2 mois plus tard, à l'âge de 19 ans, j'ai eu mon premier de plusieurs séjours dans un service psychiatrique local. J'étais délirant, accro à la drogue et suicidaire. C'est lors de mon 2e séjour dans le service psychiatrique que j'ai été initié à un programme en 12 étapes, qui m'a permis de devenir sobre au début de la vingtaine. J'ai mis du temps au début de ma sobriété à accepter mon homosexualité. J'ai commencé à renouer avec les jeunes garçons que j'avais été. Les garçons dont les intérêts s'étendaient au-delà de ce qui était typique pour les hommes. J'ai expérimenté la poudre bronzante et le mascara. Et j'ai eu des manucures et des pédicures françaises. S'engager dans ces comportements s'est senti libérateur pendant un certain temps. Mais finalement, la nouveauté s'est dissipée. En fait, ils ont commencé à se sentir performatifs. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ces choses pour être moi-même authentique. Mes idées, ma voix, la façon dont je traite les autres, ce sont les choses qui font de moi la personne que je suis vraiment. En 2011, alors, j'avais 28 ans. Je suis tombée amoureuse d'un homme. L'année suivante, j'ai rejoint le combat pour l'égalité du mariage. Après avoir remporté cette campagne, j'ai su que je voulais devenir un activiste gay. Je voulais aider à créer un monde dans lequel les garçons féminins et les filles butch pourraient exister pacifiquement dans la société. Un monde dans lequel les personnes non conformes au genre étaient acceptées comme des variations naturelles de leur propre sexe. Des minorités, certes, mais réelles et valables néanmoins. La question trans. En 2017, à l'âge de 33 ans, je me suis inscrit à l'université de Columbia, à New York, pour terminer mon diplôme de premier cycle. Ça c'est fou, à 33 ans, tu t'inscris à l'université pour terminer... Tu sors d'université à 35, 36, 37 ans, et à 45 ans, t'as ta retraite. Enfin, c'est ridicule. Les études sont trop longues. Là, j'ai été choqué de découvrir comment l'activisme gay avait évolué depuis que l'égalité du mariage est devenue la loi du pays. L'accent était désormais entièrement mis sur les pronoms personnels et sur le fait qu'être queer... Mes camarades de classe m'ont étiqueté cis, abréviation de cisgenre. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Tout ce que je savais, c'est qu'ils m'appelaient cis, dans la même cadence que les élèves du 7e année qui m'avaient appelé fag, qui était péjoratif pour homosexuel. Bientôt, j'ai découvert les identités non-binaires, et que certaines personnes, beaucoup de gens, soutenaient littéralement que le sexe, et non le genre, était une construction sociale. J'ai rencontré des gens qui ont évangélisé une dénomination de transgenre dont je n'avais jamais entendu parler. Une dénomination qui comprenait des personnes qui n'avaient jamais été dysphoriques de genre et qui n'avaient aucun désir de transition médicale. J'ai rencontré des hétéros dont les identités trans non-binaires semblaient être définies par leur coupe de cheveux, leur tenue et leur politique rudimentaire. J'ai rencontré des femmes hétéros avec des comptes Grindr et je les ai écoutées se plaindre des hommes homosexuels transphobes qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec des femmes. Tout autour de moi, semble-t-il, les hétéros s'identifiaient spontanément à ma communauté et contrôlaient ensuite nos comportements et nos coutumes. J'ai commencé à penser que cet élargissement du parapluie trans et queer donnait à un tas de gens un laissez-passer gratuit pour exprimer leur homophobie. À Columbia, j'ai suivi des cours sur l'histoire LGBT, mais une grande partie de cette histoire a été transmise à travers le prisme de la théorie queer. Les théoriciens queer s'approprient les idées de philosophie français Michel Foucault, qui est un des papas de la French Theory, tout simplement, qui est un des papas de la création et de l'arrivée du wokisme aux États-Unis, qui, par boomerang, revient en France. Sur le pouvoir du langage dans la construction de la réalité. Ils soutiennent que l'homosexualité n'existait pas avant la fin du 19e siècle. Alors c'est complètement con, il y a tout ce qui... Enfin, on le savait déjà que rien que Jules César
On l'avait surnommé l'empereur de tous les rois. Et non, c'était quoi? C'était l'empereur de tous les rois. Et non, merde. Oh, c'était comment? C'était l'empereur. Ah oui, c'est ça. C'est l'empereur de toutes les reines et l'impératrice de tous les rois. Un truc comme ça. Lorsque le mot homosexuel est apparu pour la dernière fois dans le discours médical, les théoriciens queer font du prosélytisme une libération qui est censée résulter de la remise en question des concepts de réalité empirique et de normativité. Mais leurs convertis finissent souvent à la dérive dans une mer de nihilisme. La théorie queer, qui est devenue la méthode prédominante de discussion et d'analyse du genre et de la sexualité dans les universités, m'a semblé plus idéologique que véridique. Mais dans mes cours sur le genre et la sexualité dans le monde musulman, j'ai aussi découvert autre chose. J'ai pris connaissance des pratiques médicales actuelles en Iran, où le sexe gay est illégal et passible de la peine de mort, et où la transition médicale est subventionnée par l'État pour guérir les gays et les lesbiennes qui, insiste l'élite théocratique, sont des personnes normales, piégées dans le mauvais corps. J'ai établi en privé des parallèles entre les lois et pratiques anti-gays de l'Iran et ce que j'ai vu se développer en Occident. Mais je me suis convaincu que j'étais juste paranoïaque. Ensuite, j'ai appris ce qui arrivait aux enfants non conformes au genre, qu'on leur prescrivait des médicaments hors AMM pour arrêter leur développement naturel. Les fameux bloqueurs de puberté. N'oublions pas qu'on est aux États-Unis, donc fac extrêmement coûteuse, et que le mec a bossé pour ces... Non mais oui, non mais c'est un autre délire. Hein. C'est un autre délire, on est d'accord. Afin qu'ils aient le temps de... donc bloqueur de puberté, afin qu'ils aient le temps de décider s'ils étaient vraiment transgenres. Si c'est le cas, ils réussiraient alors mieux à se faire passer pour le sexe opposé à l'âge adulte. Pire encore. J'ai appris que ces pratiques étaient présentées par les organisations de défense des droits LGBT comme des soins médicaux vitaux. J'avais l'impression de vivre dans un épisode de la Twilight Zone. Combien de temps ces enfants étaient-ils censés rester sur les bloqueurs? Et que se passe-t-il dans quelques années s'ils décident qu'ils ne sont pas vraiment trans, après tout, et que tous leurs pères les ont dépassés? Sont-ils sérieusement censés commencer leur puberté à 16-17 ans? Ces questions m'ont secoué le cerveau pendant des mois, jusqu'à ce que j'apprenne la véritable statistique. Presque tous les enfants à qui l'on a prescrit des bloqueurs de puberté reçoivent des hormones sexuelles croisées. Les bloqueurs ne donnent pas à un enfant le temps de réfléchir, ils le solidifient dans une identité trans et le condamnent à une vie de médicalisation expérimentale et très coûteuse. Et ça, ils veulent pas en parler. Les progressistes, woke, Twitter, extrême gauchistes, LGBT et tout le bazar. Et que c'est dangereux. Que tu fasses ta transition quand t'as 30 ans, 25 ans, tu fais ce que tu veux. Quand tu vois des gamins de 10-11 ans et tu dis « Ouais, c'est bon, on va démarrer la transition, c'est bon. T'inquiète pas, je connais des médecins qui pourront te faire un papier de complaisance, t'as même pas besoin de suivre le cursus normal. » Je vous rappelle que le cursus normal, médical, c'est un cursus avec un suivi psy sur 2 ou 3 ans. Avec une validation à la fin que oui, ok, on accepte que tu fasses la transition ou pas. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui sortent du cadre et le font à la YOLO. Et c'est dévastateur pour des gamins. C'est-à-dire que pour prouver leur idéologie, pour prouver que le monde est transphobe, ils vont te prendre des gamins et dire « Ah, si t'es trans, si t'as déjà ressenti que tu te sentais... T'as déjà voulu mettre les robes de ta mère hein bah, regarde, bloqueur de puberté, il faut te genrer différemment, on faut plus dire il, on va dire yel, on va dire elle, mais voilà, matrix le cerveau d'un gamin qui est encore en construction, et c'est extrêmement dangereux. Je me demande à quel point ce soi-disant enfant trans était différent du petit garçon que j'avais été. De toute évidence, j'ai grandi pour être un homme gay et non une femme trans. Mais comme les cliniciens du genre pourraient-ils faire la différence entre un jeune garçon exprimant son homosexualité à travers la non-conformité du genre et quelqu'un né dans le mauvais corps? J'ai décidé d'approfondir la véritable histoire de la transition médicale. Médicaliser l'homosexualité. Ce que j'ai appris a validé toutes mes pires craintes. J'ai appris que pendant des décennies après leurs inventions, les hormones sexuelles synthétiques étaient utilisées par les médecins et les scientifiques qui cherchaient à guérir l'homosexualité.
et par la force de l'ordre pour castrer chimiquement les hommes reconnus coupables d'avoir commis des actes homosexuels. J'ai entendu parler de l'actrice et chanteuse Kristen Jorgensen, l'une des premières personnes aux États-Unis à être largement connue pour avoir subi une opération de changement de sexe au début des années 50. Jorgensen est peut-être désormais célébrée par la communauté moderne LGBTQIA+, comme une icône trans, mais il semblait plus soucieux d'échapper à son homosexualité, qui, selon lui, était profondément étrangère à mes attitudes religieuses. Comme l'a dit Jorgensen, je me suis identifié comme une femme, et par conséquence, mon intérêt pour les hommes était normal. Et ça aussi, il refuse de l'accepter, c'est qu'il y a pas mal de personnes trans qui justement, n'avouent pas leur homosexualité, qui deviennent trans pour continuer à sortir avec des personnes du même sexe biologique. Et comme ça, ils sont dans une espèce de forme de normalité. J'ai appris que parmi les premiers adolescents a été traité pour une dysphorie de genre, ou ce qu'on appelait alors un trouble de l'identité de genre, avec des bloqueurs de la puberté et des hormones sexuelles croisées dans les années 90 et au début des années 2000. Et t'as encore des gens qui disent « ouais, la dysphorie de genre n'existe pas ». La grande majorité était homosexuelle. J'ai appris que ces études informent les pratiques actuelles de soi affirmant le genre. Bientôt, j'ai rencontré des homosexuels détransitionnés qui avaient cherché à échapper à l'homophobie intériorisée et externe dans une identité transgenre. Elles continuent de souffrir de graves complications post-chirurgicales des années après leur vaginoplastie. J'ai commencé à craindre que nous ayons atteint un point de non-retour il y a quelques années. Lors d'une conversation que j'ai eue avec un ami soi-disant progressiste, je lui ai dit que si j'avais été un jeune garçon maintenant, on m'aurait probablement prescrit des bloqueurs de puberté et que j'aurais fait une transition médicale. Et tu ne penses pas que tu aurais été heureuse en tant que femme trans ? M'a-t-elle demandé. Sa question me laissa sans voix. Je n'arrive pas à trouver les mots pour affirmer l'évidence, que je suis un homme gay, pas un transsexuel. Que les statistiques me disent que ma transition médicale n'a peut-être pas réussi, et que je souffrirais de graves complications médicales. En tout cas, si j'avais fait la transition, je ne vivrais pas une vie authentique. Après tout, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit ? Vivre authentiquement. Sylvester, une icône androgyne du disco des années 70-80, s'est un jour demandé ce que signifiait pour lui la libération gay. Il a répondu « Je pourrais être la reine que j'étais vraiment sans changer de sexe, ni être sous hormones. Peut-être que j'appartiens à une époque antérieure, lorsque les gays et les lesbiennes, nouvellement libérés, se sont rebellés contre les expériences médicales et psychiatriques auxquelles ils avaient longtemps été soumis. Peut-être que mon aspiration initiale à élargir ce que signifie être un garçon ou une fille n'était qu'une chimère. En Europe, on espère que ces expérimentations médicales cesseront et que les adolescents gays et lesbiennes seront épargnés d'une vie de médicalisation. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la Suède qui fait un énorme retour en arrière et stoppe beaucoup d'hôpitaux sur la transition de genre des enfants. Ils ont fait un énorme coup de frein dessus et il y a eu beaucoup de problèmes. Il me semble que c'est la Suède ou la Norvège. C'est un des pays du Nord, je ne sais plus exactement. Mais aux États-Unis, près de 8 ans après que le mariage homosexuel est devenu la loi du pays, ces pratiques homophobes sont en plein essor. Pour avoir exprimé mes préoccupations concernant les soins affirmant le genre pour les mineurs, j'ai été traité de bigot transphobe. Si c'est ce qui me fait dénoncer la médicalisation de l'homosexualité, alors tant pis. Et vous reprenez ça par rapport à moi, tout ce que je me prends aussi sur Twitter dès que je critique ce genre de truc. Ils sont homophobes. Et t'as beau être inconcerné, ils s'en battent les steaks. Parce que ce qui les intéresse, c'est le militantisme, activisme idéologique, politique. C'est le pouvoir politique qui les intéresse. Les gens, leur vécu, ils en ont rien à battre, c'est des numéros. Alors encore une fois, c'est un petit pourcentage de personnes comme ça. Et évidemment, il y en a plein qui vivent juste leur vie tranquille et n'emmerdent personne. Et ironiquement, se font emmerder par ces activistes qui sont censés les défendre. Bref. Je viens de vérifier, c'est la Suède. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein, c'est ça, c'est un des pays du Nord. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à apporter vos avis, vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Bye. Attention, please.
Mais il était vraiment cool ce témoignage, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool, mine de rien.